Santé Natura, qui n'a jamais eu l'intention, au sortir d'une promenade en forêt ou au détour d'un parc, que la nature fait profondément du bien. C'est une intuition qui a poussé la journaliste Pascale Dern à partir en voyage à travers le monde, à la rencontre de chercheurs que passionne le sujet. Son ouvrage, très documenté, parle ainsi de notre relation au vivant et de la manière dont le contact avec la nature nous régénère et nous transforme. Les projets qui visent à mettre un peu plus de vert dans nos vies fleurissent un peu partout. Au Japon, des millions de personnes pratiquent régulièrement des bains de forêt. Au Danemark, près de 700 écoles maternelles font régulièrement classe au milieu des bois. En Grande-Bretagne, des séances de jardinage actif qu'ils appellent la Green Gym, soutenues par les services de santé locaux, attirent de nombre croissant de pratiquants. Toutes ces initiatives sont suivies avec attention par les scientifiques. Et leurs conclusions convergent. La nature a de nombreux bénéfices sur la santé et le bien-être. Diminution des risques cardiovasculaires, restauration des fonctions physiques, stimulation des émotions positives, baisse de la dépression. Dans nos modes de vie urbains qui sollicitent notre attention jusqu'à l'épuiser et génèrent du stress, la présence et le contact à la nature s'avèrent de précieux contrepoints. Au-delà des individus, ces recherches révèlent aussi les bénéfices sociétaux associés. L'aménagement des parcs urbains est un moyen de progresser vers plus de justice sociale. Les bienfaits de ces dernières étant minimaux chez les populations défavorisées. Ce qui pourra aller jusqu'à inspirer de nouvelles stratégies de santé publique. Dotée d'un vrai talent de vulgarisatrice, l'autrice, rend compte de tous ses travaux avec clarté mais sans simplisme. Face au constat d'une nature qui disparaît sous la pression des activités humaines et d'un lien au vivant qui s'érode, son plaidoyer argumenté pour remettre la nature au cœur des priorités fait mouche. De quoi donner envie de s'y mettre sans plus attendre. Mauvais ménage entre le cerveau de nos enfants et les écrans. Comment prendre conscience du fonctionnement du cerveau, ses besoins, ses limites. Ne partez pas. Comme vous le savez, c'est juste après. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de rester fidèle à ce programme de déontologie, ce programme mensuel qui réussit à réunir des spécialistes à travers l'Afrique et aussi à travers le monde, afin d'aborder prioritairement des questions à la fois de santé mentale et aussi de maladie mentale, thématique de ce jour, ce soir. Mauvais ménage entre le cerveau de nos enfants et les écrans. Comment prendre conscience du fonctionnement du cerveau, ses besoins et ses limites. Alors, arrêtez le massacre. 12 millions de cerveaux, 2 milliards de connexions quotidiennes. Ces chiffres représentent le nombre d'enfants scolarisés en France et le nombre de fois que ces enfants consultent chaque jour leur téléphone. Le reste du temps est notamment occupé 4 heures par jour devant un écran, télévision, tablette ou ordinateur. Presque 1 heure de sommeil en moins chaque jour.
l'équivalent de 3 années de cours perdus. 25% de vocabulaire au moins, on a à ce jour. Quand les rapports de l'éducation nationale montrent une baisse de 40% de performance de lecture ou de calcul, division posée notamment, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Le vent a tourné. Les yeux s'ouvrent sur le très mauvais ménage entre le cerveau et l'écran. Michel Desnourguet, auteur d'une somme scientifique répertoriant des centaines d'études sur ces impacts délétères, nous révèle où est le nœud du problème. Notre cerveau a ses propres rythmes, ses propres besoins ancrés dans ses structures profondes. Dormir, parler à des êtres humains, apprendre au contact du professeur, focaliser son attention sur des objets réels et sur du temps long. Vivre avec son temps, ce n'est plus se jeter au cou à corps perdu dans des technologies distrayantes, mais prendre conscience du fonctionnement de notre cerveau, de ses besoins et de ses limites. C'est peut-être le souci de cette écologie cérébrale qui justifie en partie le succès des pédagogies alternatives comme Montessori ou Freinet, qui encouragent l'apprentissage en situation, la curiosité, chère à Jean-Philippe Lachaud, la manipulation d'objets réels et non seulement digitaux. Ces méthodes séduisent de plus en plus de familles et ont déjà commencé à transformer les pratiques des enseignants. Qui plus est, de nouvelles études scientifiques semblent les valider. Moins de techno, plus de cerveau, voilà peut-être l'enjeu des années à venir. Pour aborder cette thématique, vous allez me permettre d'accueillir les spécialistes qui ont fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Je vais accueillir M. Aboukerim Pellegrini. Il nous appelle depuis le Togo. Il est psychologue, clinicien et de la santé. Bonsoir, bienvenue, M. Aboukerim. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tout le monde et coucou à mon ami Hubert. Merci. Alors, comme vous avez choisi d'introduire Hubert, je vais aller dans votre lancée. Monsieur Hubert, il nous appelle depuis le Bénin, il est sociologue, il est enseignant d'université. Bonsoir, bienvenue, Monsieur Hubert. Bonsoir à tous, j'espère que nous nous portons tous bien et heureux de nous retrouver encore ce jour. Et un coucou spécial réciproquement à Monsieur Aboukerim. Alors, juste après vous, je vais accueillir Monsieur Pierre Luxon. Il est étudiant en psychologie spécialisé en économie appliquée. Bonsoir, bienvenue. Il nous appelle depuis Haïti. Bonsoir, bienvenue, monsieur. C'est vrai, c'est une première pour lui. Bonsoir, monsieur Aurélien. Bonsoir les autres membres du panel. Bon, et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, actuellement, je suis à La Réunion. Bon, donc actuellement, je suis en Haïti, mais demain, je dois prendre l'avion pour aller à La Réunion. Donc, c'est ce qui m'a poussé à me préparer de si intense pour pouvoir y faire cette présentation avant de se déplacer. Déjà, merci pour l'accueil et pour l'invitation. Donc, je vous cède le micro. Merci à vous. Merci bien d'avoir fait ce sacrifice. Alors, juste après vous, je vais accueillir Nathalie Yossi. Elle est étudiante en psychologie. Elle est également du côté du Bénin. Bonsoir, bienvenue Nathalie. Bonsoir, monsieur Aurélien. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là ce soir. Et je suis très contente que vous soyez également là ce soir. Juste après vous, je vais accueillir Madame Floriane Yotat. Elle est au Cameroun. Elle est, permettez-moi, pour ne pas me tromper, Madame Floriane Yotat, elle est coach en développement et santé et bien-être. Je pense que je ne me suis pas trompé. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai elle m'a fait comprendre qu'elle ne se sent pas très bien, donc elle ne sera pas très active, mais il fallait quand même saluer sa présence et lui souhaiter comment on dit ça en français? L'accueillir, non? Oui. Bonsoir, bienvenue, Madame Yotat. Désolé de mon... Alors, si vous êtes en train de parler, il faut d'abord libérer votre micro. Allô? Bon,
Je constate que mademoiselle Adèle Chuchoy est là. Bonsoir, bienvenue mademoiselle. Merci, Monsieur Pokam, et bonsoir à tous les participants. Je voulais préciser que vous êtes psychologue, vous êtes basé au Cameroun. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais passer la parole à Monsieur Aboukarim. Monsieur Aboukarim, comment un parent fait pour réguler l'accès de son enfant à un smartphone afin qu'au lieu d'être seulement un objet de distraction, cela soit aussi un objet didactique? Parce que je pense que ça, c'est une bonne question pour M. Hubert aussi. Alors, vous avez la parole, M. Aboukarim. D'accord, merci beaucoup pour cette question. L'exposition aux écrans est une problématique vraiment d'actualité et beaucoup d'études, comme vous l'avez si bien dit, s'intéressent à cette problématique. Donc, comment un parent peut-il réguler l'accès au téléphone à son enfant? Bien, il doit falloir que ce parent puisse être constant et régulier dans, nous appelons ça un conditionnement. Il faudrait que le parent arrive à conditionner son enfant ou bien ses enfants à pouvoir avoir un accès limité aux écrans. Donc, mais avant de pouvoir arriver à cette étape, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui entraîne que actuellement beaucoup de parents ou bien beaucoup d'enfants sont exposés à des écrans de façon prolongée. Parce que il faudrait qu'on le comprenne bien, ce n'est pas l'accès aux écrans qui est un problème. L'excès d'exposition des enfants aux écrans qui devient un problème. Même les adultes, quand l'exposition devient un peu plus régulière et prolongée, alors ça peut entraîner à certaines difficultés aussi. Donc, ce qui entraîne que les enfants actuellement aient accès beaucoup plus facilement et de façon régulière aux écrans, c'est que c'est la disponibilité, le manque de disponibilité des parents et aussi les transformations, les mutations que nos sociétés, nos différentes sociétés ont connues. Parce que là, actuellement, ce qui prévaut, c'est l'individualisme. Chacun s'occupe dans son coin. Il n'y a plus de partage. Les enfants ne peuvent plus se retrouver pour jouer. Et il faudrait être vigilant, très vigilant pour ne pas voir son enfant disparaître parce qu'on a laissé quelques minutes. L'attention est passée un peu quelque part, quelques minutes et puis l'enfant disparaît. Donc, beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés. Et ce qui fait que pour éviter ces difficultés qui sont encore, ces dangers que peuvent être la disparition ou d'autres dangers que l'enfant peut vivre. Alors, certains parents se disent qu'il vaudrait mieux que l'enfant soit occupé et qu'il soit occupé par quoi? Par un écran. Alors, il est là à longueur de journée avec son écran. La communication est limitée, les expériences sont limitées et l'enfant n'aura pour interlocuteur que l'écran, ce qui à la longue va perturber son développement affectif, son développement social et aussi quelque part certaines facultés qu'il pouvait voir, notamment au niveau du langage. Parce que ces études-là ont pu montrer que l'exposition prolongée aux écrans perturbe la production de la myéline, qui est une hormone
qui favoriserait le langage chez les enfants. Donc, c'est un risque, mais un risque qui prendra qui sera un peu difficile à combattre parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réalités aussi, beaucoup de situations qui poussent certains parents à vouloir ou bien à conduire leurs enfants vers les écrans. Donc, voici un peu d'entrée de jeu ce que nous pouvons dire sur cette question en attendant l'apport des autres panélistes pour continuer à débattre. Merci beaucoup. Merci bien, M. Aboukarim. Alors, avant de passer la parole à M. Hubert, je voudrais, avec votre permission, à vous tous accueillir Mme Véronique Idumbo. Elle est psychologue et clinicienne. Elle nous appelle depuis la République démocratique du Congo. Bonsoir, bienvenue, madame. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Déjà, j'arrive un peu en retard. Vraiment, ici, la connexion nous fait défaut. C'est pourquoi. Mais sinon, c'est Véronique Idumbo, Ingrid. Idumbo. Je suis de la RDC, Idumbo. Idumbo. Précisément la République démocratique du Congo, précisément Nord Kivu, Goma. Goma, waouh, une belle histoire avec Goma. On a connu ce drame qui a eu à Goma il y a quelques années. C'est vrai que c'est M. Anton Silvani, quand il était là, il nous en parlait. Donc, merci bien d'être là, merci d'avoir fait cet effort. C'est vrai, la connexion Internet, c'est un peu partout en Afrique, malheureusement. Alors, Monsieur Hubert, je voudrais passer la parole à Monsieur Hubert, qu'on est un peu vite. On a pris un peu de retard. Monsieur Hubert, vous êtes là, vous pouvez prendre la parole pour répondre à la question. Alors, merci, Monsieur Aurélien. En ajout de ce que vient de dire Monsieur Aboukarim dans sa belle présentation, je voudrais dire aussi que l'enfant est avant tout un être social. L'enfant est avant tout un être social. Et il ne construit pas uniquement son intelligence à travers des contenus numériques. Alors, en société, il apprend aussi à devenir une personne à travers les relations avec les parents, les relations avec ses frères et sœurs, les relations avec les autres enfants avec qui il sympathie et autres. Donc, c'est dans ces relations-là que l'enfant apprend progressivement à écouter, à négocier, à exprimer ses émotions, comprendre aussi les points de vue des autres personnes et développer de l'empathie. Et ceci dit, on voit que un écran peut transmettre des informations, mais il ne peut pas reproduire entièrement la richesse ou les avantages qu'on pourrait tirer d'une interaction humaine réelle. Alors, c'est pourquoi le problème n'est pas simplement de savoir si les enfants regardent un écran, mais de savoir si les écrans ont commencé par remplacer les relations dont l'enfant a besoin pour se construire. Ça, c'est le premier point de mon explication. L'autre chose, il faut voir que le problème n'est pas seulement l'existence de l'écran, mais la place qu'on lui donne. Cela veut dire que si on dit de façon extrême ou sur une position extrême, on dit que les écrans sont mauvais, ce serait aussi réducteur selon moi. Parce que l'écran aussi a ses avantages. Le numérique aussi nous procure beaucoup de bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que le numérique fait désormais partie de notre société. Et il nous sait, c'est d'ailleurs à travers le numérique que nous sommes en train de communiquer, même sans jamais nous voir, même sans nous voir. Alors, ces avantages-là vont permettre nécessairement à l'enfant aussi d'apprendre, d'être un produit de sa génération qui est une génération d'écran. L'autre chose, c'est
de rappeler aussi ou de voir la responsabilité des parents, la responsabilité de la famille et de la société. Et il faut se demander pourquoi certains parents donnent un téléphone à leurs enfants au bas âge déjà. Et je ne sais pas si dans le panel, il y a un parent qui, déjà à l'âge de 4 ans, 5 ans, a déjà acheté une tablette à son enfant. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et parfois, pour occuper les enfants, pendant que nous travaillons, on leur allume la télévision, et on leur laisse jouer avec leur tablette et autres. Donc, le problème est donc familial, le problème est aussi économique, le problème est culturel, le problème est social. Comme le disait tout à l'heure M. Aboukerim, qui a indexé un peu la mondialisation et ses effets sur la socialisation actuelle, sur le monde moderne dans lequel nous vivons. Alors, le rôle des parents, alors, pour finir, n'est pas seulement d'interdire l'utilisation du numérique ou de l'écran aux enfants, mais de les accompagner. Parce que interdire systématiquement l'écran aux enfants peut produire des effets limités si l'enfant ne comprend pas, bien évidemment, quoi certaines règles existent. Alors, à l'heure là maintenant, si nous n'initions pas nos enfants aussi rapidement, ce que je dis est en guillemets et peut-être pris avec un peu de pincette, si nous n'initions pas nos enfants aussi rapidement à l'aide du numérique que nous connaissons, à l'écran, à leur montrer certaines choses, à les familiariser avec le numérique, nous sommes en train de causer un petit vide, nous sommes en train de creuser un petit vide qui, certainement, à l'âge adulte, peut les rattraper. Donc, le rôle des parents serait juste de donner l'exemple, d'accompagner les enfants, savoir quand est-ce qu'il faut limiter l'utilisation, quand est-ce qu'il faut laisser les enfants faire, mais tout en gardant un œil et savoir que l'écran ne peut pas remplacer les relations humaines et que le cerveau de l'enfant aussi apprend à travers les expériences, à travers les relations habituelles, à travers tout ce qui se produit comme images et autres autour de lui. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette première question, en attendant de nous projeter sur d'autres pistes. Merci bien, M. Hubert. Alors, avec votre permission, je voudrais accueillir M. Abdulaziz Ouedraogo. Il est psychologue qui nous appelle depuis le Burkina Faso. Bonsoir, bienvenue, M. Abdulaziz. Il y a quelqu'un qui a laissé ouvert son micro aussi. Monsieur Luxon, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Ok, d'accord. Merci bien. Le deuxième aussi. Alors, bienvenue, monsieur Abdelaziz. Bonsoir, bienvenue. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Et je m'excuse du retard parce que comme j'étais en train de conduire pour arriver à la maison, ça faisait que c'était difficile pour moi de pouvoir rejoindre la réunion très rapidement. Mais quand je suis arrivé, bon, j'ai jugé bon de rejoindre et puis pouvoir être de la partie. Merci et bonne séance à nous. Merci pour ce sacrifice. Alors, je voudrais passer la parole à monsieur Hervé Luxon parce que dans l'intervention de monsieur Hubert tout à l'heure, il a invoqué l'aspect économique et monsieur Luxon est spécialisé en économie appliquée. Alors, monsieur Luxon, vous qui avez des notions en économie appliquée, comment est-ce qu'est la lecture que vous pouvez avoir de cette thématique? Merci et je félicite les autres présentateurs pour leur intervention. C'est vraiment enrichissante. Et bon, de mon côté, je pourrais dire que sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, on doit voir comment que la question d'écran concerne la question de comportement des enfants. Il y a des personnes où, en tout cas, on peut parler des enfants étant donné que notre
notre sujet se base sur les enfants, mais il y a des personnes qui utilisent leurs écrans pour pouvoir être rémunérées. Par exemple, il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir gagner de l'argent, de récompense que cette personne pourrait trouver dans l'utilisation de cet outil. Et du coup, ça permet à la personne de rester figée sur cette partie. Et en essayant de voir comment que cette technologie pourrait évoquer une sorte de présence importante dans la vie de la personne en question, donc on peut remarquer que cette personne pourrait essayer d'investir beaucoup plus afin de conserver sa source de rémunération. Et on peut voir également et sur ce qui a trait avec les paris sportifs, ou bon, en tout cas d'autres paris. Donc, une personne qui décide de se faire de l'argent en pariant, on peut constater que cette personne-là essaie de voir comment elle peut s'accrocher à son écran. Essaie de voir comment elle peut voir l'évolution du jeu en question. Et du coup, ça pourrait développer un élément catastrophique du point de vue comportemental et pour la personne. Donc, que ce soit en cherchant à équilibrer les questions de coût, les questions d'utilité ou les conséquences qui pourraient venir avec, donc on peut voir l'utilisation je pourrais dire, de la récompense attribuée à la personne en question qui permettent à cette personne-là d'obtenir une sorte de satisfaction pouvant l'aider à mieux s'accrocher à l'appareil électronique dont il est question. Bon, et pour ce qui a fait avec la question de famille, donc une famille riche ou une famille aisée pourrait avoir la possibilité de mieux contrôler l'aspect technologique qu'une famille, je pourrais dire une famille pauvre. Parce que si toutefois l'aspect économique est très dépendant de l'évolution de ces personnes-là, donc on pourrait constater qu'il n'y a pas à sortir de là. Donc cette technologie pourrait constituer l'unique outil je pourrais dire, comment je pourrais dire ça, l'unique outil de stimulation qui pourrait faciliter cette personne-là à s'accrocher. Et ça pourrait avoir aussi un impact psychologique parce que en essayant de voir que à travers cet appareil-là, je pourrais gagner de l'argent. Donc, si je pourrais gagner de l'argent, donc je dois faire en sorte que cet appareil soit disponible et disposé pour moi. Et mettons en évidence que cette personne-là est, si on prend l'exemple du pari sportif, cette personne-là a fait un premier pari. Et du coup, par chance, elle a gagné. Donc, ça devient automatiquement un outil qui pourrait faciliter à cette personne de devenir accro à son écran parce que du point de vue psychologique, cette personne pense que cela pourrait toujours se produire et du coup, on peut voir que ça pourrait nuire à l'évolution économique de cette personne parce que c'est vrai, il y avait une motivation qui était l'argent au départ, mais la motivation de l'argent qui arrive à impacter psychologiquement cette personne pourrait ruiner cette personne du point de vue économique encore. Bon, je ne sais pas si vous aviez, si vous êtes plus ou moins clair, on peut revenir là-dessus afin de faciliter la présentation d'autres personnes. Merci. Merci à vous. Merci bien. Je voudrais passer la parole à Nathalie aussi. Nathalie aussi, elle est également étudiante en psychologie. Nathalie aussi, est-ce que vous étiez déjà là quand j'ai posé la question? Sinon, je peux reprendre la question pour vous. Si vous avez écouté la question, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. C'est quelle question en fait? Ah d'accord, je vais reprendre pour vous. La question était de savoir comment un parent fait pour réguler l'accès de son enfant à un smartphone
afin qu'au lieu d'être seulement un objet de distraction, que cela soit aussi un objet didactique. Bon, j'aimerais que vous reformuliez un peu la question pour moi. Reformuler la question, c'est simple. De nos jours, les enfants utilisent les téléphones seulement pour se distraire, pour s'amuser. Alors que le téléphone peut aussi être un objet didactique. Donc, le téléphone peut aussi être comme le tableau noir qui permet sur lequel on peut faire ses devoirs. Ça peut être l'ardoise sur lequel on peut faire ses devoirs. Ça peut être le cahier qu'on utilise pour faire ses devoirs. Ça peut être un livre qu'on utilise pour lire, pour apprendre. Le téléphone, de nos jours, les enfants l'utilisent seulement pour jouer, pour se distraire, pour regarder les vidéos, n'importe quoi. Alors que le smartphone peut aussi, on peut aller dans des sites éducatifs, comme ce que nous sommes en train de faire là, et plein de choses. Vous avez parfois cette émission, vous avez parfois, j'envoie les liens, les gens peuvent aller regarder cette émission et apprendre de tout ce que nous sommes en train de dire ce soir. Est-ce qu'on s'est compris? Je comprends. Donc, si je comprends bien, ce sont les actions Bon, si c'est ça, bon, là maintenant, je peux dire que le parent peut mettre des limites. Peut mettre des limites, c'est-à-dire le parent peut dire, bon, tu passes trop de temps devant l'écran, tu peux passer peut-être 2 heures par jour sur l'écran. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Il y a aussi le contrôle parental. Et les parents peuvent contrôler leurs enfants, c'est-à-dire la façon dont l'enfant utilise les écrans par jour. Et bon, il y a aussi, l'enfant peut bloquer, le parent, il peut bloquer aussi certaines applications. Par exemple, maintenant, si l'enfant il passe trop de temps sur des applications, c'est-à-dire qui ne l'éduquent pas, qui ne le forment pas, par exemple, des applications de jeux, l'enfant peut passer des temps sur. L'enfant peut passer 6 heures à 7 heures de temps sur des applications de jeux. Peut-être le parent peut bloquer certaines applications, par exemple YouTube, ou peut-être il regarde des films, il regarde de n'importe quoi. Et le parent peut bloquer ces genres d'applications. Et il y a aussi des contenus, par exemple, que le parent, il peut aussi bloquer. Donc, à part ça, les actions que le parent peut mettre en place, je peux dire, quand le sommeil de l'enfant est perturbé, pourquoi pas, quand l'enfant, par exemple maintenant, quand l'enfant, il va peut-être, actuellement on est pendant les cours de vacances, quand l'enfant va au cours de 8 à midi, excusez-moi, quand l'enfant va au cours peut-être de 8h à midi, et bon, il rentre, et il se met devant la télévision jusqu'à 21h, le parent peut lui dire, maintenant, tu peux réduire tes heures c'est-à-dire, tu ne fais rien pendant ces heures-là. Tu peux prendre ces heures pour pouvoir regarder, en fait, faire les travaux domestiques, quoi. Faire les travaux domestiques et bon, travailler, c'est-à-dire peut-être discuter avec un ami, participer à des jeux avec ses amis. Ou pourquoi pas, le parent peut inscrire son enfant dans des activités, comment dire, des activités bon, artistiques qui l'éduquent. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à votre question. J'espère que
Merci, merci j'ai Nathalie. répondu comme il faut. Oui, tout à fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est que il faut que chaque enfant ait son emploi de temps. Il sait que de telle heure à telle heure, voilà ce que je fais, de telle heure à telle heure, parce qu'il faut être organisé, structuré. Merci bien. Je voudrais passer la parole à juste après Nathalie. Alors, est-ce que Véronique Idumbo, Ingrid, est encore là? Je voudrais passer la parole à Véronique. Oui, je suis là, je suis là. Ok, Véronique, vous avez le micro. D'accord. Je voulais un peu parler par rapport de comment nous, les parents, donc des fois, on donne les téléphones aux enfants qui n'est pas bon sur le plan d'abord psychologique. L'enfant peut passer, donc il quitte à l'école vers, on dirait ici chez nous, c'est à 14h ou 13h. Dès que seulement il arrive à la maison, l'écran. Oh non, il y a des mamans qui disent non, laisse-la là-bas, c'est juste pour se distraire et tout et tout. Et il va commencer à regarder l'écran de 13h jusqu'à même à 18h. Et c'est après à 18h, on dit, oh non, il faut que tu fasses le devoir. Alors que ce n'est pas du tout bien pour l'enfant. Donc, Ne reçoit plus. Ah, désolé, je pense que c'est moi qui ai perdu la connexion. Je pense que c'est moi qui ai perdu. Je m'excuse, c'est moi qui ai dû perdre, c'est moi qui ai perdu la connexion momentanément. Véronique, s'il te plaît, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. je peux continuer? Allô? Oui, oui, allez-y, allez-y, nous sommes là. On est accrochés à vos lèvres, comme on dit souvent. Ah, d'accord. Aussi, les enfants ont besoin de parler, les enfants ont besoin de jouer, les enfants ont besoin d'écouter et partager les moments avec la famille. Et si l'enfant est cloué sur le téléphone ou peut-être sur la télévision, il ne fait pas le temps de jouer, il ne fait pas le temps de l'écouter, il ne fait pas le temps de discuter dans la famille. Aussi, si l'enfant, il aura un peu la capacité de développement, les émotions sociales, donc il Oh là là, j'ai perdu. J'ai l'impression qu'on a perdu Nathalie. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu. Nathalie a des soucis de connexion, si j'ai l'impression. Oui, je ne la vois plus sur. Alors, le temps que Nathalie revienne, je voudrais rapidement passer la parole à M. Abdelaziz. Monsieur Abdelaziz, s'il vous plaît, je pense que vous avez écouté la question. Si ce n'est pas le cas, je peux reprendre la question. Vous avez le micro. Ok, je pense que vous avez repris la question avec la conseillère qui c'était par rapport à comment on appelle ça, par rapport à ce que les parents peuvent faire pour réduire un peu ou bien pour un peu réguler l'action des enfants face aux écrans. Je ne sais pas si c'est toujours la question. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Déjà, ce qu'il faut noter par rapport à ça est que quand on va prendre, par exemple, les écrans et puis les enfants, il y a plusieurs mécanismes qu'il faut retenir parce que les écrans face au cerveau déjà, les enfants sont en croissance rapide et très plastiques. Et quand ils sont face aux écrans, face à tout ça, ça crée un certain nombre de connexions qui peuvent souvent jouer dans leur interaction sociale, dans leurs relations interpersonnelles. Maintenant, qu'est-ce que nous, parents, on peut faire? Qu'est-ce que nous, psychologues, on peut conseiller aux parents de pouvoir réguler simplement ça?
Les consoeurs et les confrères ont déjà eu à mentionner un peu avec la régulation des heures et tout. Déjà, ce qu'il faut noter, pour les enfants, il faut avoir un programme clair, comme ce que la conseillère disait, des heures d'écran fixes. Pas d'écran avant le petit déjeuner ou bien ni après certaines heures de coucher. Créer des zones sans écran même dans la maison. Parce qu'à un moment donné, il faut noter que les enfants, nous parents, peut-être on a envie de travailler comme ce que le confrère disait. On a envie de travailler, on veut laisser l'enfant face à un écran et puis bon, on va qu'à nos occupations. C'est de créer des endroits sans écran dans la maison. Et là, ça va permettre de vraiment façonner l'enfant. Également, faire des programmes de co-visionnage et médiation. Pourquoi ne pas créer des programmes ou mettre en place des programmes où, avec l'enfant, on peut s'asseoir, échanger, regarder ou jouer avec l'enfant au moins de temps en temps. En fait, le souci est que nous, parents, plus on est focus surtout avec cette question d'avènement de TikTok, Facebook, voilà, les Snapchat et tout, c'est-à-dire on laisse tout à l'enfant. L'objectif, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange avec l'enfant, où on sait que, voilà, des temps de jeu dans la cour où on peut vraiment jouer avec l'enfant. En fait, c'est comme ce que je disais, c'est mettre un programme en place où on pourra vraiment accompagner l'enfant. Remplacer progressivement et par des alternatives attrayantes. Mettre en place des programmes, des jeux de construction, des activités physiques. Pourquoi pas, par exemple, mère-fille, pourquoi pas ne pas programmer peut-être une activité de cuisine. Père-fils, pourquoi ne pas programmer une activité de sport. Par exemple, dans ce genre de situations, je prends toujours des cas pratiques. Par exemple, j'étais en train de coacher une famille. C'était avec cette question de l'enfant est devenu distant, le papa aussi était occupé. À un certain moment, il y a eu une tension qui est là et aucun d'entre eux ne se parlait au fait. Et l'objectif, c'était de recréer ce lien familial entre le père et l'enfant. Donc, le conseil que j'ai préféré plus mettre en pratique, c'est ce coaching-là, ces activités sportives qui pourraient permettre vraiment de recréer ce lien et de pouvoir vraiment réguler l'émotion de l'enfant. Et ce même conseil peut être pratiqué avec la mère et la fille également, si toutefois, pour pouvoir maintenir cette relation entre les deux. Pourquoi pas de rituels familiaux sans écran, par exemple, toujours dans les mêmes conseils, je conseille toujours de faire à un moment donné des soirées contes. Par exemple, les Européens nous ont conseillé avec les soirées pyjama, tout ça. Moi, je dis toujours, pourquoi ne pas faire des soirées contes ou des soirées histoires drôles, tout ça, où on est assis, on se rencontre. Je sais qu'au village, nous, on avait l'habitude de toujours faire ça. Et ça permettait de recréer un lien familial entre les membres de la famille. Ok, maintenant, toujours est-il que choisir une activité ou un sentiment de contrôle, essayer l'autorégulation, ça c'est toujours des activités en santé mentale qu'on peut toujours initier. En fait, par exemple, actuellement, il y a un jeu qui fait fureur. Il y a le jeu Monopoly, il y a les jeux de puzzle, il y a des jeux de crabe, tout ça qu'on peut toujours initier avec les enfants pour pouvoir vraiment faire cela. En fait, toute l'idée se tourne autour d'un planning qu'on peut mettre en place pour pouvoir accompagner l'enfant et que ce planning soit un programme bien établi, un programme bien respecté pour que l'enfant ne soit pas plus focus avec l'écran. Pourquoi cela? Parce que quand on regarde l'éducation qu'on attribue aux enfants, on dit toujours qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, l'enfant est éduqué à 90% par les écrans et 10% par nous. Les 10%, c'est le temps de sommeil, le temps de le bercer pour qu'il se calme. Et ce sont des trucs qui font qu'à un moment donné, l'enfant devient socialement retiré. Il devient socialement absent. Et à un moment donné, même ses émotions, tout, on est en train de fabriquer des robots ou des êtres humains sentimentalement et émotionnellement absents qui n'ont aucune pitié. Donc, c'est de mettre en pratique ces conseils et ce thème est vraiment le bienvenu parce que ça va permettre aux uns aux autres de partager les expériences dont on pourra dans nos pratiques quotidiennes pouvoir vraiment accompagner les familles qui sont dans le besoin et qui souffrent.
Voilà en gros ce que je pouvais dire pour cette intervention. Merci, M. Abdelaziz. Effectivement, c'est bien de partager les expériences parce que ça peut, comme vous le dites, être utile pour ceux qui souvent nous écouter. Alors, juste après vous, je voudrais passer la parole à Mademoiselle Adèle Tchochoa. Mademoiselle Adèle Tchochoa, je pense quand même que vous étiez déjà là quand j'ai reformulé la question. Si ce n'est pas le cas, je peux la reformuler. Sinon, vous avez le micro. Merci, monsieur Pokam. Les précédents orateurs ont multiplié les exemples et les suggestions pour coacher pour accompagner les parents quant à surveiller la présence de l'écran chez leurs enfants. Faire grandir un enfant, c'est d'abord, du moins ça consiste à faire de lui un être humain. Hein. Donc l'adulte lui-même est interpellé à être humain. Et c'est le format que propose l'adulte au quotidien dans son déploiement sera le meilleur exemple pour son enfant. Voilà. La question que je pose, mais comment les adultes s'y prennent eux-mêmes hein, à propos. Tout à l'heure, un des panélistes a souligné qu'il y avait par exemple des écrans, cette catégorie d'adultes qui utilisent les écrans pour travailler. Mais la réserve que je ferai là-dessus, c'est que le temps, le travail, ou bien l'activité de production, c'est un temps qui est matérialisé. Est-ce que ce profil de parents-là ramène du travail à la maison? Si nous considérons le temps tel que les sociologues nous l'ont fait percevoir, c'est-à-dire que nous avons pour la production, pour aller travailler, si nous prenons 8 heures de travail et nous ajoutons 2 heures pour aller au travail et en revenir, ça fait un total de 10 heures. Sur 24 heures, il en reste 14. Il paraît les sociologues disent que nous en mettons environ 4. Non, retirons également le temps du sommeil. 8. Quand nous soustrayons les 8 de 14, il en reste 6, je peux me tromper. Et sur les 6 heures qui restent, donc, quand nous avons enlevé le temps du sommeil, le temps du travail, il nous reste donc, sur les 6 heures, nous avons 2 heures pour prendre soin de pour prendre soin du corps, c'est-à-dire tout ce qui concerne se nourrir, se laver, tous les temps de soins corporels que l'on fait à la maison. Ils ont globalisé ça sur 2 heures. Donc, ce qui reste, c'est 4 heures de temps. Donc, ce dont nous sommes en train de parler là, par rapport à organiser, du moins réfléchir sur la présence des écrans dans la vie d'un enfant, nous sommes en train, surtout que nous focalisons sur les parents, nous sommes en train de parler de 4 heures de temps. Donc, en termes d'emploi de temps, vraiment, c'est ces 4 heures-là qu'il s'agit de matérialiser, à mon avis, de rationner carrément et de rendre ça visible. Les supports existent et les outils sont multiples. Si le téléphone désormais, c'est vrai, c'est le téléphone, mais en dehors du téléphone, il y a également d'autres manières d'accéder à un sablier qui dit telle activité va prendre 15 minutes et s'en tenir aux 15 minutes pour de vrai. Je veux dire ceci, si l'adulte lui-même ne sait pas le faire et qu'il est en train de le dire à longueur de journée à un enfant pour qu'il le fasse, nous sommes loin du compte. Bien. Toujours dans ces 4 heures de temps, là j'insiste vraiment sur ces 4 heures de temps pour que nous voyons bien à quel point c'est minime. C'est très peu de temps, cet espace qui est réservé à la vie domestique éveillée. Alors, ces 4 heures de temps, nous avons besoin d'identifier ce que nous appelons des espaces communautaires qui sont véritablement matérialisés et des espaces d'individus, c'est-à-dire qu'un enfant
ou bien, pas seulement l'enfant, les parties prenantes de la cellule familiale doivent pouvoir se donner des moments de solitude où chacun est tout seul et l'activité est identifiée et chacun le fait seul. Également des activités où c'est fait de façon communautaire pour entretenir l'échange. L'autre élément que je voudrais introduire ici, c'est l'activité manuscrite. Voilà. Trouver des espaces également pour que les personnes de la maison, je n'ai vraiment pas envie de dire les enfants, les adultes également, un enfant apprend mieux et un cerveau apprend mieux quand il en a un autre qui lui sert de miroir. Donc, l'activité manuscrite, l'écriture, c'est l'activité qui permet de connecter à la fois plusieurs canaux, plusieurs sources de stimulation. Voilà. Et ce serait intéressant qu'elle revienne, que l'enfant ne soit pas seulement tenu d'écrire pendant qu'il est à l'école et qu'il ait la possibilité à la maison de mettre par écrit ce qu'il a sur le cœur, par exemple. Et d'introduire, d'introduire par exemple, j'appelle ça le sursis à l'acte, qui fait que si un enfant veut obtenir, du moins si quelqu'un veut, oui, un enfant, disons ça, veut obtenir un surcroît un bénéfice ou une gratification, qu'il puisse demander ça par écrit, par exemple, et peut-être 24 heures avant, pourquoi pas. Je dis bien que nous avons besoin de réhabiliter l'activité d'écriture. Je voudrais m'arrêter là, parce que beaucoup ont été déjà dit par les autres panélistes. Merci. Merci, mademoiselle Adèle Tutua. Alors, il y a quelque chose que j'ai noté dans votre intervention, c'est savoir manager, si je peux dire ça comme ça, les activités communautaires, les activités individuelles. Et si on me permet, je regardais encore un film ce week-end sur l'histoire de Michael Jackson, où on se voit bien compte que son père a voulu maintenir la famille Jackson dans une activité musicale. Mais Michael Jackson, lui, à un moment donné, a voulu avoir une activité individuelle. Et il y a eu ce conflit-là, justement, entre lui. Et c'est ça, justement, quand vous dites parler de miroir. Et je voudrais rester avec vous pour vous poser cette question. Entre un enfant qui tient un instrument de musique, une machette, et un smartphone, qui est celui dont l'apprentissage sera optimal? Parce que je voudrais qu'on essaie de voir quel peut être l'impact sur la production industrielle. C'est bien que M. Luxon soit là, parce que c'est peut-être lui qui va nous permettre de comprendre ça. Alors, mademoiselle, tu as dit nous, entre un enfant qui tient un instrument de musique, une machette et un smartphone, qui est celui dont l'apprentissage sera optimal? Vous mentionnez là 3 outils et un outil, il est toujours dédié. Donc, je ne saurais pas faire cette comparaison-là. Je veux dire ceci, un smartphone a sa fonctionnalité, une machette a sa fonctionnalité et j'ai oublié le 3e. Pour dire ceci que l'enfant, ils ne sont pas exclusifs et il s'agit de s'en tenir à l'orientation ou bien l'appétence, le penchant. En fait, si vous me permettez de oui. vous couper, pourquoi je dis ceci? Pourquoi je le dis? Parce que vous avez dit, éduquer un enfant, c'est en faire une personne. Et pour éduquer justement un être humain, voilà, je m'excuse, il faut avoir du matériel didactique. Et pour moi, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut considérer la machette comme un matériel didactique? Est-ce qu'on peut considérer la musique, un instrument de musique, comme un matériel didactique? Est-ce qu'on peut considérer un smartphone comme un matériel didactique? En fait, voilà la question sous-jacente qui se cache derrière la question que je pose. Oui, les uns et les autres sont des matériaux didactiques parce qu'un enfant est dans un véritable processus de découverte de ce que c'est que l'univers. Alors, nous gagnons à le faire rencontrer les uns et les autres le maximum d'outils possibles
et de sorte à ce que son orientation ou bien sa préférence soit suffisamment du moins les possibilités lui soient nombreuses afin que son choix soit éclairé. Je dirais ça, oui. Les uns les autres se valent. Merci bien. Alors, Monsieur Aboukerim, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Monsieur Hubert, vous voulez prendre la parole? Oui, Monsieur Hubert, allez-y, je vous en prie. Alors, merci, Monsieur Aurélien. J'ai vite pris la parole. Alors, je vais dire que entre un enfant qui a un instrument de musique, l'autre à qui on offre un smartphone, le dernier qui a en main une machette, il faut dire que l'intérêt de cette comparaison est de montrer en fait que l'objet que nous mettons entre les mains de l'enfant n'est jamais socialement neutre. Alors, quand on prend l'enfant qui a un instrument de musique, et il faut montrer ou il faut comprendre qu'un instrument de musique peut être considéré comme un outil de socialisation, un outil de discipline et de créativité. Alors, dans ce cas, on va comprendre que l'enfant qui apprend à jouer doit nécessairement développer l'écoute, le sens de répétition, le sens de l'acceptation de soi, accepter faire des erreurs, se faire corriger et progresser et maîtriser son instrument. Alors, à travers cet instrument-là, l'enfant va développer aussi facilement de la patience, de la concentration, la persévérance. Alors, la musique peut également favoriser les interactions avec les autres, notamment lorsque cet enfant-là pratique ça ou pratique l'instrument-là dans un groupe de pairs ou dans un groupe d'individus avec lequel il interagit. Donc, de point de vue sociologique, cet enfant dirait que l'instrument de musique devient alors pour l'enfant un objet éducatif parce qu'il va lui permettre d'acquérir des compétences, mais également des normes et des comportements sociaux. Alors, c'est à travers ça que l'enfant va apprendre la maîtrise de compétences, ce qui est nécessaire ou ce qui nécessite du temps et des efforts. Ça, c'est le premier enfant. Le deuxième enfant à qui on donne un smartphone. Alors, comme on le disait depuis une heure déjà, le smartphone est beaucoup plus ambivalent. Et il peut être un formidable outil d'apprentissage, de communication, d'accès à l'information et tout ce que nous savons, mais il donne également à l'enfant l'accès à une multitude de contenus, de citations qui n'a toujours pas maîtrisé. Alors, le problème qui se pose ici est celui de l'encadrement. Alors, si le smartphone est donné sans règles, sans éducation numérique, on peut progressivement construire une relation de dépendance avec l'objet et peut préférer les récompenses immédiates du numérique aux activités qui nécessitent davantage d'efforts. Alors, ce n'est pas nécessairement le téléphone qui est mauvais, mais c'est la manière dont la société, la famille et l'enfant organisent son usage qui devient maintenant déterminant de son avenir et autres. Alors, le dernier enfant qui garde une machette, la machette permet de repousser ou permet de pousser le raisonnement encore plus loin. Dans la mesure où certaines communautés rurales, dans certaines communautés rurales, la machette est un outil de travail et de transmission de savoir-faire. Donc, la machette, par exemple, de façon anthropologique, il y a des sociétés qui passent
au rythme de passage. On appelle rythme de passage pour dire que lorsqu'on met la machette dans la main de l'enfant, il passe d'une étape A à une étape B. Il acquiert la maturité. Il devient ci, il devient grand. Il peut réfléchir, il peut décider de lui-même, ainsi de suite. Un peu comme la communauté, où on met le bâton dans un premier temps, un bâton dans la main des petits enfants, même des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on leur met de bâton en main, le goûter, voilà, le goûter, pour pouvoir accompagner les animaux, les pâturages et autres. À un autre âge, on leur met maintenant de la machette en main. Alors, l'aspect machette d'un enfant qui a de la machette, on peut dire que si de travail, transmission de savoir-faire. Alors, à travers cet instrument-là, l'enfant va apprendre à l'utiliser peut-être dans des sciences, peut-être dans les activités agricoles, sous la surveillance d'un adulte. Et, contrairement à l'instrument de musique, non, je vais faire une petite contradiction ici. La machette aussi peut être perçue. D'ailleurs, si on dit un enfant qui garde la machette, pour être humain va nous orienter, ou bien notre conscience va nous orienter directement vers, je sais pas, un peu de conflit de perception pour dire, ah, un enfant avec machette, là, c'est bien, ça peut faire ci, ça peut faire ça, il peut se blesser, il peut blesser, il peut faire ci, il peut faire ça, oui, on peut voir aussi. Mais contrairement à l'instrument de musique ou même du smartphone, la machette peut causer des blessures, comme je le disais tout à l'heure, et il va nécessiter encore un grand niveau de maturité, des règles strictes et des supervisions adaptées à l'âge. Mais je ne crois pas que un bon parent, un parent modèle puisse remettre un couteau, une machette dans la main d'un enfant comme ça. Alors pour finir, je vais dire que nous n'allons pas donner une machette à un enfant sans lui expliquer les règles de sécurité, sans lui expliquer ce qu'il faut faire avec. Alors, de même chose, de même pour l'élément de musique, de même pour le smartphone. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, sans pour autant me camper sur un instrument donné. Alors, toute chose concourt au bien de... j'ai oublié la citation là rapidement. Merci. Merci, M. Hubert. Alors, M. Aboukarim peut prendre la parole. M. Aboukarim. Oui, d'accord, merci pour cette parole encore une fois. Et je m'en vais également remercier M. Hubert qui a déjà un peu abordé ce que je voudrais dire. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir quel outil ou quel élément serait le plus intéressant pour les enfants, mais c'est de savoir à quel moment et pour quelle raison on donne tel outil et tel autre outil à un enfant en ce qui concerne son éducation. Si nous donnons une guitare, par exemple, à un enfant de 3 ans, bon, peut-être il aura un autre usage. Cela va de même pour une machette et l'autre élément, un smartphone. Si nous donnons à l'enfant de 3 ans, bon, pour lui, ça n'aurait aucune signification. Que si nous donnons cette machette à un enfant qui a peut-être 12 ans ou 15 ans, par exemple. Donc, il s'agit de comprendre à quel Oh là là, j'ai encore perdu la connexion. ou de telle autre chose. Et comme ça, j'essaye d'étudier ou bien de voir
En lui donnant ceci, comment je peux être disponible pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il puisse réellement tirer profit de ce que je suis en train de lui donner, pour en réalité booster son développement. Donc voilà ce que moi j'aimerais dire et encourager vraiment les parents à comprendre les raisons qui les poussent à laisser les enfants accrochés aux écrans et maintenant de savoir que ces écrans sont source de difficultés pour leurs enfants, ce qui devrait normalement les permettre de commencer à réfléchir à des solutions et il est sûr qu'ils vont trouver des solutions qui soient adaptées à leur environnement et dans le cas échéant, ils peuvent toujours demander conseil aux spécialistes qui peuvent toujours les orienter, les aider, de sorte à permettre leur enfant de mieux grandir. Merci. Merci, M. Aboukerim. Je voudrais passer la parole à M. Abdelaziz. M. Abdelaziz, quelle est votre grille de lecture par rapport à la question? Ok. Merci beaucoup. Hubert a abordé un peu le point que j'allais mentionner. Et Abdelkerim aussi a été revenu sur ça. Il faut noter que, par exemple, deux enfants, dont un détient une guitare et puis un détient un smartphone, ils auront toujours des niveaux d'éducation différents. Parce que quand on prend les enfants, il y a plusieurs volets. Même celui qui tient le smartphone, quand on va prendre, par exemple, il y aura encore deux volets là-bas. Celui qui détient la guitare, il y aura deux volets. Celui qui tient le smartphone, quand on va un peu prendre les psychologues sociaux du travail des organisations diront que sur le plan intellectuel, ça va se développer parce que le smartphone est plein d'applications, de logiciels qui pourront plus stimuler son cerveau. D'où le fait que les parents sont plus accros à donner le smartphone à l'enfant parce qu'il y a plusieurs paramètres qui pourront permettre à l'enfant de se développer, d'atteindre un certain niveau. Le hic, c'est quoi? Le hic est que l'enfant qui tient le smartphone aura accès à des vidéos d'une certaine violence. Ce n'est pas évident que le parent arrive à contrôler les différentes applications d'accès du smartphone. Donc, ça expose l'enfant à autre chose. Et en ce moment, c'est quelque chose qui contribuera vraiment à amener l'enfant dans un certain niveau. Maintenant, celui qui tient la guitare, socialement, bien sûr, quand on va prendre, parce que je fais l'analyse sur le plan en psychologie sociale, quand on va prendre, par exemple, celui qui détient la guitare, oui, il n'aura pas une idée parce que Abdelkerim disait que ça dépend de l'utilité. Par exemple, un enfant de 3 ans qui détient une guitare, ça va lui servir à quoi? Ça, c'est de 1. De 2, bien sûr, si au cas où ça va lui servir, est-ce qu'il va pouvoir développer certains niveaux ou certains aspects psychologiques pour lui donner un certain niveau d'intelligence? Il aura bien sûr une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, parce que celui qui détient la guitare aura tendance à aller vers les autres pour jouer. Il aura tendance à s'allier avec les autres pour pouvoir former un groupe et jouer. Ça lui crée une intelligence sociale. Mais est-ce que cette intelligence sociale va lui permettre d'avoir une intelligence à l'école? Parce qu'il y aura plusieurs paramètres qui seront fermés. Alors que celui qui a le smartphone sera enclin. J'ai fait l'analyse et même les statistiques le démontrent. Un enfant exposé au smartphone est plus enclin à s'isoler, à être seul et à être focus sur ce qu'il perçoit comme vidéo YouTube et autres. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs volets à prendre en compte. Mais dans les interventions de Hubert, Abdelkerim, ils sont revenus tous sur ça. Et moi, je voulais souligner ce point-là pour qu'on puisse avoir une idée claire. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Abdelaziz. Alors, je voudrais qu'on sorte de l'émission avec M. Luxon. M. Luxon, je disais tout à l'heure que vous êtes spécialisé en économie appliquée. Et au regard de ce que les précédents intervenants ont dit, comment je vais dire quoi? S'il faut parler de la production industrielle, comment est-ce qu'on peut adapter une bonne stratégie pour favoriser une bonne production industrielle? Je veux dire, est-ce que c'est
3 instruments, à un moment donné, peuvent être utilisés pour former nos enfants. Est-ce que ces 3 instruments utilisés de façon stratégique peuvent avoir, comme Madame Tchotcho disait, on peut avoir des citoyens qui, finalement, nous sont des personnes qui améliorent la production industrielle. Je veux dire, comment l'impact économique peut être optimal dans la formation des enfants, dans la formation des êtres humains, en utilisant ces 3 outils. Merci, Monsieur Aurélien, encore une fois. Avant de faire mon approche, je pense pouvoir basé sur 4 questions. D'abord, c'est qu'est-ce que l'enfant fait? Donc, c'est d'abord essayer de voir si on utilise le smartphone, donc qu'est-ce que l'enfant fait avec ce smartphone, ou bien avec la machette, ou du moins avec l'instrument de musique. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi il l'utilise. Donc, c'est vrai, on peut avoir l'idée de ce que l'enfant fait en soi, donc à travers soit la machette, le smartphone, ou du moins et l'instrument de musique. Donc, mais deuxièmement, c'est pourquoi il utilise ces outils-là. Est-ce que c'est pour un besoin réel d'apprentissage? Est-ce que c'est pour échapper à une situation économique d'épouvante? Ou du moins, est-ce que c'est pour échapper à un passe-temps? Ou bien pour faire un passe-temps? Et la troisième question, c'est dans quel contexte? Donc, il faut essayer de voir le contexte dans lequel ces événements-là se produisent. Donc, d'abord, quel est l'âge de l'enfant? On peut voir l'âge de l'enfant. Est-ce que l'enfant est l'unique personne, ou du moins, est-ce que l'enfant est accompagné? Est-ce que l'enfant, à un moment donné, utilise l'appareil? Et bon, je pourrais dire, est-ce que c'est dans un moment bien précis que l'enfant utilise ces appareils-là? Ou bientôt, quelles sont les règles mises en place par la famille? Donc là, ce sont les éléments contextuels que nous pouvons voir. Ensuite, il y a la dernière question qui se base sur l'observation des conséquences. Donc, quelles conséquences ça a sur le comportement de l'enfant? Ou du moins, quelles conséquences ça a sur l'humeur de l'enfant? Les relations avec les pairs. Donc, comment ça se base? Comment ça évolue? Mais je pourrais dire, en ce qui a fait avec ces 3 instruments, donc on peut faire référence, que ce soit au smartphone, comme étant un outil technologique majeur, donc, qui ne peut pas uniquement considérer comme étant un élément d'apprentissage, parce que le but du smartphone n'est pas uniquement l'aspect d'apprentissage. Il y a l'aspect communicationnel aussi. Donc, on peut voir ça. Est-ce que aussi, on peut dire que automatiquement, que l'enfant utilise le smartphone, que ce soit pour installer des applications éducatives, est-ce que ça contribue réellement à la formation de l'enfant? Ou bien est-ce que ça veut dire automatiquement que l'enfant utilise des applications éducatives, ça contribue à la formation de l'enfant? Mais sur le plan éducatif, sur le plan économique, donc l'aspect qui m'intéresse beaucoup plus, est-ce que ça contribue directement au capital humain pour l'évolution de la famille ou du moins l'évolution du pays en place, où l'enfant pourrait développer sa capacité à apprendre dans le but de résoudre un problème? Mais le problème pourrait être un problème économique, ça pourrait être aussi un problème social. Mais est-ce que dans ce moment-là, l'éducation individuelle que procure l'enfant, est-ce que l'éducation que l'enfant reçoit de ses parents, est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'on prépare ces enfants-là pour pouvoir devenir des futurs entrepreneurs, ou du moins des futurs travailleurs, peut-être que des futurs chercheurs aussi? Est-ce que dans ce cas-là, on peut voir, est-ce qu'il y a une question de production au sein de la société, au sein du développement de la société? Donc, ce sont ces éléments-là qu'on pourrait exactement voir avant de voir quels sont les impacts économiques réels que ça pourrait apporter comme étant l'impact économique optimal. D'abord,
selon moi, il faut investir dans peut-être 3 choses. Bon, il y a plusieurs, et même moi, je pourrais dire 3 aspects. D'abord, il y a l'accès. C'est l'accès que vous donnez à l'enfant. Il y a aussi la question de qualité. Donc, quelle est la qualité de la formation diffusée ou bien quelle est la qualité des contenus proposés? Et est-ce qu'un smartphone ou un ordinateur à eux seuls suffit directement pour pouvoir créer des contenus pertinents dans l'activité adaptée à l'évolution de l'enfant? Il y a aussi le dernier élément après l'accès et la qualité, il y a aussi l'accompagnement. Donc, est-ce que l'enfant fait ça tout seul ou est-ce que l'enfant trouve une personne qui pourrait l'aider dans l'évolution de ces éléments-là? Donc, est-ce que cet enfant-là pourrait directement transformer spontanément l'outil technologique en un outil d'apprentissage? Donc, c'est pour cette raison que nous pouvons dire, bon, bien que l'évolution de la technologie pourrait impacter néfastement l'évolution des enfants, dépendamment du moment, du temps mis par l'enfant et à l'utiliser, mais ça pourrait aussi constituer un élément favorable à l'apprentissage de l'enfant parce que, dépendamment de l'éducation que cet enfant-là reçoit, donc on pourrait dire que dans 3, dans 4, dans 5 ans, on pourrait avoir un entrepreneur quelconque. Bon, moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai pu côtoyer quelques enfants donc, qui ont des esprits entrepreneuriaux. Donc, ils utilisent des outils pour pouvoir voir comment ils peuvent apprendre. Mais est-ce que ça peut se faire partout? Non, c'est pas logique. Est-ce que aussi le niveau d'apprentissage que l'enfant reçoit, qui pourrait contribuer à son évolution et qui pourrait impacter l'évolution du pays également sur le plan développemental, est-ce que c'est pas trop abusif? Donc, on peut voir le rythme d'apprentissage dans la question de la formation de l'enfant. Il faut aussi voir est-ce que les contenus sont adaptés. Donc, n'oubliez pas que le cerveau reçoit les informations et les capte progressivement. Mais est-ce que l'élément en question est favorable à l'apprentissage de l'enfant? On pourrait établir des règles, c'est simple. Mais établir ces règles-là, l'enfant pourrait comprendre ces règles, mais ne pourrait pas l'appliquer. Parce que ce n'est pas adapté à son âge. En tout cas, selon moi, donc pour pouvoir mieux contribuer, je pourrais dire pour pouvoir faire des éléments ou bien des outils numériques et notre boussole de développement, et il est important de voir si ça pourrait contribuer à l'évolution du capital humain, mais si ça contribue exactement à former des nouveaux cadres, est-ce que c'est approprié à l'âge de l'enfant et est-ce que c'est pas abusé dans son utilisation? Merci, je cède la place à vous, Monsieur Aurélien. Merci, Monsieur Luxon. Alors, on dit souvent que les bonnes choses ne durent jamais. Je vais vous remercier, vous tous, d'avoir fait ce sacrifice pour qu'on se retrouve ce soir afin que nous puissions partager ensemble des différentes expériences, des idées. Et je voudrais vous donner rendez-vous le mois prochain. J'espère que vous serez toujours disponibles. Alors, on se dit à la prochaine, le mois prochain. À la prochaine, merci. Merci à vous.